On TV News, canal pour la chaîne pour la, yon l'autre fois encore, nous entrons la caillou pour nous porter yon l'autre information pour nous, comme nous connaissons déjà, depuis nous, on TV News, entrer la caillou, connaissez information ou nous connaissons pour vous. Non, bon petit ami, sans volonté, sans diffamation, mais pas oublier, pour être connecté ensemble avec nous, c'est abonner avec la chaîne là pour nous, s'il te plaît. C'est seulement capable d'aider nous pour travailler là, capable de continuer. Et c'est comme ça, tout capable de rester informé de tout ça qui a passé dans le pays d'Haïti pour à l'étranger. Eh bien, nous venons avec une information sur le dossier, Normil Rameau, DGPN, ancien DGPNH, Michel Ange Gédéon, comme nous connaissons déjà. Michel Ange Gédéon, pas dans la tête de la police là encore. Et côté, c'est Normil Rameau qui remplace ça. Côté, quand pile monde qui a parlé, qui a dit, ah, Tinex ça que moi, il pas capable de faire travail là, forme nèg sa tête n'a gardé, monsieur pas compétent pour lui faire job là. Moi fini avec vidéo côté nous allons connaître plus et qui est-ce qui nomme le rapport. Mettez branché, n'a tourné. La DCPJ constitue une véritable rampe de lancement pour la Direction générale de la police nationale. À l'instar de Mario Andressol et de Godson Aurelius, le nouveau chef de la police a fait ses preuves à la DCPJ. M. Normil a été directeur de la police judiciaire entre 2012 et 2018. Il est membre de la 4e promotion de la PNH. À partir de 1999, il a bénéficié de 3 années de formation au Chili. M. Normil Rameau a été affecté à diverses instances de la police, dont l'inspection générale, la direction générale et la brigade des affaires financières et économiques. M. Rameau a également été affecté à l'unité centrale de renseignement financier, l'UCREF, et fut responsable de la brigade des affaires criminelles. Le nouveau chef de la police est un interlocuteur privilégié des partenaires internationaux qui apporte un appui indispensable à la PNH. En octobre 2014, il avait reçu une plaque d'honneur du Bureau d'investigation fédérale, FBI. Les Américains avaient salué les résultats probants obtenus par le chef de la police judiciaire dans la lutte contre le banditisme, le trafic de drogue et le kidnapping. M. Rameau a reçu d'autres distinctions des autorités américaines, dont la Naval Criminal Investigative Service et du Southeast Field Office de la US Army. Le Premier ministre Jean-Michel Lapin a installé ce mardi le nouveau directeur général par intérim de la police nationale d'Haïti. Le commissaire divisionnaire, Normil Rameau, remplace Michel-Ange Gédéon à ce poste et assure l'intérim en attendant sa ratification par le Sénat. Cette cérémonie d'installation était l'occasion d'abord pour le Premier ministre démissionnaire de transmettre au nouveau directeur général les vœux du président de la République, pour le chef AI de la PNH de prendre des engagements et pour le directeur sortant de cracher sa frustration. Il y en a qui vont faire la fête. Il y en a pour qui l'instant présent est un moment de grande jubilation. En ce que je ne vais pas dire. Mais à cela, je voudrais dire que cela ne prendra pas longtemps pour qu'on dise si Gédéon est là. Dieu seul sait combien j'ai résisté pour qu'on ne fasse pas n'importe quoi à l'institution. Dieu seul sait à quel point j'ai souffert dans ma chair et dans mon esprit pour conserver un bon profil à la PNH. Je me suis attelé à combattre la division, la politisation et une certaine polarisation au sein même de notre police. Monsieur le nouveau directeur général AI de la PNH, je vous préviens que la tâche ne sera pas facile. Elle sera parfois pénible, compliquée et périlleuse. Certaines fois, il faudra faire l'effort d'oublier votre orgueil pour défendre la PNH, pour défendre votre pays. Sachez que les vrais bandits à craindre
ne sont pas ceux connus de tous, mais ceux qui circulent en costume et chemise blanche, roulant dans de grosses cylindres. PNH là, pas solide, si base li pas solide. C'est peut-être ça. M'a fait appel à tout policier sans distinction pour y comprendre pas gain la police sans eux-mêmes. Il sera donc repris sous mon commandement le processus de certification. Je vous invite, policières et policiers, à résister à toute voie de facilité et à toute quête d'avoir illicite, soit une police qui sert et non une police qui se sert. L'un des défis les plus pressants à relever est celui des gangs. La lutte contre le banditisme, la criminalité organisée sera intensifiée. Un tel impératif requiert le renforcement des capacités opérationnelles, administratives, d'intelligence et le tactique et logistique de la police nationale d'Haïti. Il s'accompagne également de l'amélioration des conditions de travail des policiers. Nous nous engageons à faire reculer la précarité à la fois dans les commissariats et dans votre vie privée. Les policiers victimes dans l'exercice de leurs fonctions et leurs familles bénéficieront de l'accompagnement qui leur est dû. La force de police doit toujours redoubler d'efforts pour maintenir et améliorer son niveau d'efficacité. Ce matin, mardi 27 août, dans les locaux de la Direction générale de la police, dirigé par le Premier ministre démissionnaire Jean-Michel Lapin. Et alors, comment ça s'est passé? En deux mots, quels sont les temps forts de cette passation de pouvoir? Au fait, le nouveau directeur a été nommé ce matin. L'arrêté est sorti ce matin et quelques heures, mais vraiment quelques heures après, il était question de l'installer. Et je dirais même que ce sont les journalistes qui ont informé la logistique au niveau de la direction centrale et qu'il allait y avoir une cérémonie. Parce que là, quand les journalistes sont arrivés à la direction générale, la logistique n'était même pas prête. Il n'y a même pas encore de système de sonorisation. Vous voulez nous non, c'est important. Vous voulez nous redire et confirmer ce que vous venez de dire là, parce que c'était tellement rapide. Que c'est vous, journalistes, qui avez informé les autorités policières. Alors, on va dire la logistique, pratiquement. Parce que lorsqu'on est arrivé, la salle n'était pas prête, il n'y avait pas de système de son. C'est devant nous qu'on a passé les appels pour commander les systèmes de son et on a installé là devant nous. Donc, c'est pour dire que il y avait une précipitation. L'arrêté est sorti et tout de suite après, le directeur général entrant devait être installé. Il faisait très chaud dans la salle, très chaud. C'est une petite salle d'attente qui a été aménagée pour la circonstance, donc il faisait très chaud. Les hauts cadres de la PNH, représentants de la justice, journalistes et des amis étaient là pour cette installation. Il faisait très chaud. Donc, c'était une cérémonie d'installation qui pourrait être juste une formalité. Mais très vite, on allait avoir une ambiance assez lourde comme ça, avec les différents discours, les différentes interventions. Oui, une ambiance chargée de dynamite, si j'ai bien compris. On peut le dire, on peut le dire avec deux discours. Le Premier ministre Jean-Michel Lapin était venu pour dire merci aux directeurs sortants et il parle de bonne collaboration entre Michel-Angèle Léon et lui lors des séances de CSPN. Et il a transmis au directeur général entrant le message du président. Le président veut en finir avec l'insécurité. Le président veut que les enfants puissent revenir à l'école en toute sécurité. Le président puisse pouvoir poser des actions sans crainte. Donc, le nouveau directeur doit gérer la sécurité. Donc, c'était le message. Maintenant, il reste les discours du directeur sortant et du directeur entrant. Michel-Angèle Léon prend la parole vraiment au tout début de son intervention, il lance les hostilités. C'est clair. Il a remercié le PM Jean-Michel Lapin, oui, pour sa collaboration au cours des CSPN, et il a remercié ses fidèles collaborateurs. Il affirme qu'il peut les compter sur les doigts de sa main. Il l'a dit. Les fidèles se comptent sur les doigts d'une main. Oui, donc ils ne sont pas nombreux, les fidèles. Oui, maintenant, il a remercié les moins fidèles et les envieux. Oui, il y en a eu. Des moins fidèles qui lui ont appris une autre dimension de l'ingratitude humaine. Tout ça entre guillemets.
Non, il l'a dit. Oui, donc c'est une citation. Oui, bien que sûr. vous faites. Bien sûr, voilà, justement. Et il a remercié maintenant les détracteurs et les traîtres. Ah oui. Et tout ça sont des mots qui ont été utilisés. Par le directeur général. Il l'a dit, les détracteurs et les traîtres. Il les a remerciés également parce que ces derniers ont été utiles, parce qu'ils lui ont permis de développer un leadership particulier pour pouvoir et traiter avec eux. Donc, ils ont été utiles. Maintenant, Michel-Angèle Léon, rapidement. Oui, marquons une petite pause là, non, parce que tout cela est extrêmement intéressant. Bon, depuis quelque temps déjà, c'est un secret de polichinelle que le torchon brûle entre le président de la République et Michel-Ange Gédéon. Est-ce que dans son discours de circonstance, Michel-Ange Gédéon a fait une allusion plus ou moins cachée de ses relations avec le président de la République? Au fait, je dirais qu'il y a deux ennemis que Michel-Ange Gédéon voulait combattre dans son discours. D'abord, il y a ses collaborateurs. Là, quand il parle de traîtres, détracteurs, de collaborateurs non fidèles, il parle de policiers, de son entourage. Oui, non, mais il y a un cas que tout le monde a connu, c'est ce policier qui est allé vendre la mèche à Arnel au moment de l'attaque. Justement. C'est un fait établi, ça. Maintenant, deuxième ennemi, je dirais que c'est les politiques. Je ne veux pas dire le président, mais les politiques. Parce que dans son discours, le directeur sortant a mis en garde Normil Rameau, celui qui le remplace, contre des hauts cadres de l'État et qui vont penser, de par leur position, pouvoir dire n'importe quoi à un chef de la police ou encore passer des ordres à un chef de la police, des hauts cadres de l'État qui priorisent les coups bas. Et il l'a dit, coups bas débiles et stupides. Ah, il l'a qualifié. Donc, c'est pour dire que dans son discours, on sent qu'il y a des goyes contre ses pairs de la police, mais aussi contre des politiques. Je ne veux pas dire contre le président, mais on sait qu'il y a eu vraiment des malaises entre le président et le chef de la police. Donc, il a parlé, par exemple, il a dit, et je cite, « Dans des moments difficiles, vous allez vous trouver seul face à de hauts cadres de l'État, pour la plupart sans hauteur, sans poigne, fuyards et malhonnêtes, privilégiant les commérages malveillants, les ragots désobligeants, les petits coups bas d'amateurs, stupides et débiles. » Là, je reprends les mots du directeur général. Plus loin, il l'a dit, et gardez votre calme et votre pondération quand des arrogants qui devraient être en tôle croient pouvoir vous dire n'importe quoi par manque d'éducation. Ce sont les conseils du directeur général et au nouveau directeur, l'inspecteur général Normil Rameau qui le remplace. Donc, Michel-Ange Gédéon précise qu'il n'a jamais appartenu à un camp politique, à une chapelle politique. Il l'a dit, il a lancé ce message à ses détracteurs, mais aussi au nouveau directeur général, il a mis en garde contre les vrais bandits aujourd'hui. Les vrais bandits ne sont pas ceux qu'on connaît tous, il l'a dit. Ce sont plutôt ceux qui circulent costume, chemise blanche et qui roulent dans les grosses cylindrées. Il l'a dit clairement au nouveau directeur, donc afin qu'il puisse faire attention à ces bandits-là au lieu de croire que les vrais bandits ce sont ceux de Grand Ravine ou encore de Matisson qui font et des morts aujourd'hui. Voilà. Donc ce sont là les points forts du discours du directeur général, mais on doit rappeler que pratiquement tout le discours était des pics lancés soit à l'endroit de ses détracteurs ou à l'endroit de ses politiques qui lui ont fait voir de toutes les couleurs. D'ailleurs, il a dit, il a beaucoup souffert pour rester dans le droit chemin, pour résister aux tentations de laisser la police être traitée de tous les maux ou encore que la politique vienne s'emparer de la PNH. Il a souffert dans sa peau, il l'a dit, et il croit que Normil Rameau fera pareil pour protéger l'institution. Bien. Bon. Maintenant, Normil Rameau. Voilà, oui. Maintenant, passons à la réponse de Normil Rameau. Comment a-t-il répondu à cette volée de bois vert? En fait, Normil Rameau, c'est vrai qu'il avait un discours tout préparé, tout comme le directeur sortant, Michel-Ange Gédéon. Mais on sent qu'il savait peut-être qu'il allait avoir des flèches. Bon, évidemment. Et Normil Rameau, qui a 24 ans dans la police, il croit être prêt
à endosser cette responsabilité. Il croit être prêt, il met les policiers en garde, il va revenir avec le processus de certification. Donc il demande aux policiers, mais vraiment, de rester loin des mauvaises pratiques. Et Normil Rameau rappelle, alors il l'a dit, normalement il est l'homme de la modestie. Ouais. Par contre, il voulait quand même souligner que lorsqu'il était à la tête de la DCPJ, parce que Normil Rameau a dirigé la DCPJ. Il a été, oui, jusqu'au 7 juillet. Justement. Alors il l'a dit, jusqu'à juillet 2018, le taux de kidnapping était à 0. Et il y avait une baisse considérable dans les vols de véhicules dans le pays. Donc ça, c'est son bilan à lui. C'est son bilan à lui. Il était encore directeur de la DCPJ. Oui. Mais il dit constater qu'il y a une remontée des cas de kidnapping et des vols de véhicules. Donc là, il accuse le laxisme. Je ne sais pas de qui. Il a dit le laxisme est toujours coupable. Donc il l'a dit. Donc, c'est Michel-Ange Déon qui dirigeait la PNH, on se le rappelle. Donc, Normil Rameau, qui aujourd'hui il est là, il va reprendre le contrôle et il va lutter pour corriger ce qui mérite d'être corrigé et faire avancer l'institution policière qu'il a intégrée depuis 1995. Mais avec comme consigne de donner la priorité à la lutte contre l'insécurité. Tout à fait, ça c'est son mandat et le Premier ministre est clair sur ce point. Donc voilà un petit peu pour les différents discours, les différents propos. Et dans la salle, les commentaires étaient là, donc on n'a jamais vu une cérémonie d'installation aussi pesante. On n'a jamais vu de discours aussi violent. C'est ce qu'on se disait entre nous, journalistes, et au cours de cette cérémonie, parce que là, vraiment, il y avait une tension. C'était palpable. Hein, malgré la chaleur, mais on a senti mais vraiment dans les discours qu'il y avait une tension et tout le monde était là à regarder les visages, soit du Premier ministre ou encore des deux directeurs. Ils se sont quand même serrés la main. Oui, ils se sont serrés la main, même des accolades. Respect du protocole quand même. Tout à fait, il le fallait. D'accord. Bon, eh bien, Luckner, merci de ce compte-rendu très vivant, très... Ah oui, il fallait le faire. On avait même l'impression d'assister en direct à ce qui se passe. Mais il y a quand même une dernière étape maintenant qui reste, si j'ai bien compris. Cette nomination doit également être ratifiée par le Sénat. Alors, normalement, c'est ce que dit la Constitution. Et pour choisir le directeur général de la police, le commandant en chef des forces armées ou encore les diplomates, il faut que le Sénat approuve ces choix. Donc il est dans la Constitution que le président nomme. Et après délibération en Conseil des ministres, puis ratification, encore approbation du Sénat. Mais c'est une pratique depuis quelque temps. Le président nomme de façon intérimaire et après le Sénat va décider. Mais normalement, selon le vœu de la Constitution, le président devrait nommer et avec l'approbation du Sénat. Donc c'est pas après le Sénat allait agir sur la nomination, mais avant même la fin du mandat de l'actuel directeur général, le président devait déjà entrer en consultation avec le Sénat et avoir l'approbation du Sénat avant d'installer le nouveau directeur. Mais bon, c'est une pratique, on le fait, on installe, après on envoie le dossier au Sénat. Donc, Normil Rameau est nommé à l'intérim, pour l'instant, et il doit attendre que le Sénat ratifie son choix pour devenir vraiment directeur général de la PNH. Donc il le sait, il promet aux parlementaires ou encore au Sénat de soumettre une vision claire de ce qu'il veut faire à la tête de la PNH. Donc il compte se présenter au Sénat face aux sénateurs, enfin, à l'ensemble des sénateurs ou à une commission spéciale? Non, c'est au Sénat. Peut-être qu'une commission va travailler sur son dossier, mais au final, c'est le Sénat, c'est en Assemblée qu'on va décider de son sort. Est-ce qu'il aura à se présenter? Peut-être, si le Sénat demande qu'il vienne expliquer son plan, sa vision, il peut le faire. Mais normalement, c'est le dossier qu'on va envoyer au Sénat. Et là, c'est dans ce contexte qu'il est nommé. Et on sait déjà qu'il y a des sénateurs de l'opposition qui déjà pensent... C'est ce que j'allais vous demander. Oui, apparemment, il y a quelques sons discordants qui sortent du Sénat. On a entendu la torture, on a entendu Joseph Lambert, qui pensait même, ou encore qui voulait même faire croire que le président Jovenel Moïse ne pouvait pas nommer. Parce que, comme il l'a dit, comme c'est dans la Constitution, le président nomme après délibération au Conseil des ministres. Donc ces parlementaires, on parle de Yuri Latortue et Joseph Lambert, estiment qu'avec un gouvernement démissionnaire, il ne peut pas avoir le Conseil des ministres. Les ministres ne sont plus légitimes
pour signer ou encore délibérer autour du choix d'un chef de police. Mais là, on a vu l'arrêté, il y a le Premier ministre démissionnaire qui a signé, le ministre de la Justice démissionnaire qui a signé et le président. Donc le choix est fait. Est-ce que la Tortue et Joseph Lambert ont raison? On ne sait pas, mais le choix est fait. Mais ces sénateurs étaient contre et cette idée que le président puisse choisir et un nouveau DG pour la PNH. Il y a une autre d'ailleurs, une autre petite incertitude quant à la date d'expiration du mandat de Michel-Ange Gédéon. Est-ce que c'est le 24 août? Est-ce que c'est le 29 août? Je crois que les deux dates circulent. Il y a ça aussi, il y a ça. Et on est réveillé samedi matin avec dans la tête que Michel-Ange Gédéon n'est plus DG de la PNH. Pour certains, c'était le 24. Et après, on a appris que ça allait être le 29. Mais bon, le président a nommé aujourd'hui 27. Et ce n'est ni le 24, ni le 29, c'est le 27. Parce que là, il est remplacé, il n'est plus DG. Voilà. Et c'est Normil Rameau désormais qui assure l'intérim. Donc, on va dire que son mandat a pris fin cette semaine. Voilà, pour faire court. Très bien. Bon, ben écoutez, Luc Néa-Garot, merci infiniment de ce compte-rendu très vivace. Il n'y a plus qu'à suivre maintenant les choses, en espérant que M. Normil Rameau ne va pas tarder à s'adresser à la nation et à faire part de ses intentions ou des réformes qu'il compte apporter. Bon, on attend des résultats. Affaire à suivre. Voilà, merci, c'est toujours un plaisir. Et s'il faut terminer sur une dernière parole de Michel-Ange Gédéon, il a dit à ses détracteurs, ne vous réjouissez pas trop vite, parce que ça ne va pas prendre longtemps pour que vous disiez si Gédéon était là. Qu'est-ce que ça prédit? Je ne sais pas. Merci, Serge. Merci, Luc Néa. Nous allons nous quitter sur... Dois-je dire ces bonnes paroles? On ne sait pas. Très bien, voilà, c'était Luc Néa-Garot qui nous faisait un compte-rendu sur la passation de pouvoir qui a eu lieu ce matin au centre de la Direction générale de la police à Pétionville entre le directeur général sortant Michel-Ange Gédéon et le nouveau directeur général Normil Rameau. Merci, bonne fin de journée. L'ambassadeur de l'Union européenne en Haïti, Vincent Degert, appelle les acteurs politiques à se ressaisir et à travailler de concert afin de trouver un accord politique. Le diplomate, en fin de mandat, a notamment appelé les parlementaires à se pencher sérieusement sur l'examen des lois et principalement sur la loi électorale. On revient dans un cycle de respect de la démocratie, de respect de l'alternance et du processus. Donc, moi, je suis assez déçu aujourd'hui qu'on n'ait pas de loi électorale, si vous voulez, qui ait été adoptée, parce que le Conseil électoral provisoire a fait un travail très important de capitalisation sur ces élections pour en tirer tous les enseignements. Et aujourd'hui, on devrait avoir une loi électorale. La loi, d'ailleurs, a été rédigée, elle est prête, elle a été soumise, mais elle n'a toujours pas été discutée ni votée. Donc là, on a un problème parce qu'on va se retrouver en octobre sans élection. On n'a pas les éléments pour le faire. Bon, moi, je crois qu'en situation de crise, la manière de régler la crise, c'est d'aller aux élections, à la limite, et de redonner la voix aux électeurs pour qu'ils fassent leur choix et qu'ils décident de qui ils veulent voir gouverner le pays, dans quelle direction, avec quel projet politique. On veut le faire. Ça, c'est la voie normale qu'on devrait avoir. Donc là, on ne va pas avoir ces élections à la fin de cette année. C'est vrai que la situation aussi sécuritaire est compliquée. Mais je crois que tout le monde a une responsabilité par rapport à cette situation. Cette instabilité, elle reporte des échéances. Donc les élections, par exemple, qui devraient avoir lieu ici à la fin de l'année, n'auront pas lieu. Donc, moi, je vais être interpellé à Bruxelles. On va me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas d'élection en Haïti? Quels sont les scénarios possibles? Est-ce que la Chambre va se retrouver caduque à partir de la Chambre basse à partir du deuxième lundi de janvier? Et qu'est-ce que ça signifie en termes de fonctionnement institutionnel dans le pays? Donc il y a des interpellations, il y a des inquiétudes qui se font jour par rapport à cette situation. Alors que on avait apporté un appui, si vous voulez, vous l'avez rappelé, en 2015-2016, pour avoir cette stabilité institutionnelle. Et on va se retrouver dans une situation en janvier prochain, peut-être, où il y aura de nouveau des problèmes comme on avait connu en 2014 précédemment. Donc ça et là encore, et avec l'instabilité politique, malheureusement, vient aussi une certaine insécurité qu'on a vu se développer ces dernières années, et donc vient aussi
une dégradation de la situation économique et en termes d'investissement dans le pays. Il n'y a pas de budget. Et pourtant, quand on regarde les chiffres, quand je regarde les chiffres du ministère des Finances, qu'est-ce que je constate? Je constate que les dépenses de fonctionnement continuent d'augmenter, plus de 13% d'augmentation des dépenses de fonctionnement, alors que les dépenses d'investissement chutent, moins 55% dans les dépenses d'investissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on continue de vivre, de dépenser l'argent au jour le jour sur le train de vie de l'État, on va dire, de ce côté-là, et qu'on hypothèque finalement l'avenir en n'investissant pas dans l'économie, dans les infrastructures, dans ce qui devrait créer de la richesse et de l'emploi pour la population pour le futur. Donc, la stabilité, la question que vous me posez, elle nous impacte aujourd'hui, elle nous impactera certainement aussi dans l'avenir. D'où notre appel que l'on avait fait au mois de mai dernier avec mes collègues des États membres de l'Union européenne, de dire qu'il faut impérativement, rapidement retrouver de la gouvernance, retrouver un gouvernement qui ait la confiance des gouvernants, enfin du Parlement, mais aussi quelque part de la population, pour permettre effectivement de mettre en place des politiques. Ce qu'il faut, c'est que l'on définisse effectivement des vraies politiques avec de la durée aussi dans la mise en œuvre de ces politiques. Des étudiants finissants de l'école normale supérieure ont organisé ce lundi un mouvement de protestation devant les locaux de la direction des ressources humaines du ministère de l'Éducation nationale. Une trentaine d'entre eux ont manifesté afin d'exiger leur intégration dans le système éducatif. Suivez ce reportage de Jérémy Tillon. Devant le bureau des ressources humaines de l'Éducation nationale où des étudiants finissants souhaitent avoir leur lettre de nomination. Ils reprochent au ministère de l'Éducation de traîner sur ce dossier. Alors justement, on va aller voir ces étudiants finissants pour savoir ce qu'ils en pensent. Le 9 septembre arrive à grands pas. Les écoles font peau neuve, les élèves se procurent les derniers ouvrages manquants et les professeurs revoient leur plan de cours. Les professeurs, oui, sauf les étudiants finissants de l'école normale supérieure qui n'ont toujours pas reçu de lettre de nomination. Journée jeudi, nous mobilisons dans la rue pour demander avec le ministre démissionnaire, ministre Pierre-Josué Agénor Cadet, pour qu'il respecte le deuxième élément dans le protocole d'accord qui est avec le ministère de l'Éducation nationale et l'école normale supérieure. Qui est le deuxième élément dans le protocole d'accord, ça dit? Il dit qu'après au fin de environ 10 mois de stage, que l'État a délivré une lettre de nomination. Journée jeudi, l'État a claironné dans tous les médias pour dire que l'école après ouvert porte le 9 septembre. Et pendant que il dit après ouvert porte le 9 septembre, il a claironné une meilleure éducation année ça. Mais comment fait que il dit il y a prôné une éducation meilleure, mais l'éducation meilleure ça, il n'est pas passé par l'école normale supérieure. Deuxième revendication, lors de leur stage et de leur déplacement ou remplacement, les étudiants ont dû avancer selon eux des frais pour assumer leurs achats au quotidien. Malgré la fin de leur stage, ils n'ont toujours pas été remboursés par le ministère, contrairement à ce qui était convenu. Nous environ 150 étudiants qui étaient éparpillés dans tous 4 coins pays qui pourraient permettre à ce que nous renforcions le système éducatif là. Par rapport avec tout problème que nous avons, nous connaissons que nous avons confronté. Il faut qu'on dise que depuis là que nous entrons dans le stage, problème aussi de lycée rencontré par rapport à l'absence de professeurs, nous-mêmes nous avons à combler. Et que nous avons déployé dans 4 pays avec faibles ressources que nous avons. Pour nous déplacer, pour nous aller au Cap, pour nous aller Jérémy, pour nous aller Port-de-Paix, pour nous aller au Caille, pour nous aller dans 4 pays, le ministère de l'Éducation nationale, pas de nous, il y a un gros frais de déplacement. Donc c'est nous-mêmes, nos propres moyens, qui étaient conscients que l'éducation a des problèmes. Nous étions d'accord pour faire un sacrifice. Les étudiants finissants ont donné jusqu'au 9 septembre au ministère pour régulariser leur situation. Dans le cas contraire, ils menacent de reprendre les rues jusqu'à ce qu'ils obtiennent leur pleine et entière intégration. Comme vous pouvez le voir derrière moi, les étudiants de l'école normale supérieure finissants sont très fâchés. Ils souhaitent revendiquer leurs droits, c'est-à-dire le remboursement de leur perdième, ainsi que la lettre de nomination. La rentrée scolaire, c'est le 9 septembre, mais pour eux, ils sont bien décidés à avoir des réponses dès aujourd'hui. L'ONA et l'OFATMA dans le viseur du groupement syndical des travailleurs du textile pour la réimportation d'assemblage, le GOSTRA.
Lors d'une rencontre avec la presse, ces employés déplorent le fait qu'ils n'ont pas pu bénéficier des avantages liés à leur cotisation auprès de l'assurance nationale vieillesse ONA. D'autres entités publiques sont également pointées du doigt. Ils projettent de manifester chaque semaine devant différents établissements publics afin de faire passer leurs revendications. Suivez ce reportage de Jérémy Tillon et Paul Léel. L'utilisation des ressources de l'ONA crée des frustrations parmi les cotisants. Leur reproche principal est de ne pas pouvoir bénéficier du service auquel logiquement ils devraient avoir droit. Prêts, subventions, programmes sociaux, ces personnes syndiquées déplorent l'absence de transparence dans le processus de décaissement lorsqu'il est effectif. L'OFATMA en prend aussi pour son grade face à la dégradation des services offerts. Espérantia Merandil, secrétaire général de la plateforme. Et puis OFATMA, parce que OFATMA lui-même, il n'est pas payé à faire congé maternité, accident de travail, il n'est pas bon nos services dans ça. Les noirs OFATMA, médicaments, nous pas qu'à jouer, acheter en dedans. Au Fatma, service et accouchement, il n'y a pas de genre de service. Et ce ne sont pas les seuls organismes d'État ou institutions à être dans le viseur de ces citoyens. À l'heure où la question de gestion transparente fait peu à peu son chemin, la Cour des comptes et la Direction des affaires sociales sont aussi indexés dans cette longue liste. Les mécontents réclament un meilleur accès aux avantages liés à leurs cotisations. Et si leurs doléances ne sont pas satisfaites, la plateforme syndicale annonce déjà la couleur. Nous pourrons porter voix, nous pourrons monter cheval nous pour aller devant ONA, devant OFATMA, devant Cour des comptes, affaires sociales, et puis OFATMA. Ça veut dire chaque jeudi, nous faisons sitting jusqu'à ce que nous jouions service. Le GOSTRA souhaitait adresser un avertissement aux autorités à travers ce point de presse. Ses membres seront dans les rues jeudi prochain. Ont-ils une chance d'obtenir satisfaction en cette période de vacances ministérielles? Par ailleurs, il y a de fortes chances que le prochain gouvernement ait d'autres priorités sur sa feuille de route.